Donc, Claude Jandel, allez-y, les facteurs clés pour bien vieillir. Vous êtes professeur de gériatrie et responsable du pôle de gérontologie de l'Université de Montpellier. Aller dans le prolongement des propos qui ont été présentés hier et ce matin, je voudrais effectivement répondre à cette question. Quelle clé pour un vieillissement réussi, sachant qu'un certain nombre de questions déjà ont trouvé leur réponse dans les précédentes interventions. Je n'ai pas pu m'empêcher de commencer ma première slide en présentant celle-ci pour effectivement renforcer encore les propos que Martine a tenus tout à l'heure et en même temps me permettre d'introduire un concept dont il a déjà été question hier. Monsieur Serratris l'a évoqué notamment quand on a parlé de la neuroplasticité cérébrale. Effectivement, très très tardivement, la neuroplasticité cérébrale reste tout à fait préservée. Les concepts de synaptogénèse, cette capacité que nous avons à développer des réseaux entre nos cellules, restent tout à fait opérants. Et je voudrais insister sur ce concept également dont on parle assez peu souvent, qui est le concept de symmorphose, qui dit que les capacités de nos structures et nos fonctions gardent toute leur opérabilité à des âges très avancés. On a la capacité d'adapter par des coajustements à la demande à des fins d'économie énergétique. Notre organisme est capable donc d'adaptabilité, adaptation de la structure à des fins d'optimisation du rapport coût-bénéfice, adaptation des systèmes enzymatiques aux besoins énergétiques. M. Friguet a évoqué hier matin la place des mitochondries en particulier. Et puis, c'est le concept de non-utilisation, de mauvaise utilisation, de déconditionnement qui va prévaloir dans un certain nombre de mécanismes d'avance en âge pathologiques et notamment dans ce qu'on appelait hier la fragilité. Alors, je voudrais mettre l'accent sur 5 entrées qui sont d'une part le fait que la stimulation sensorielle est capitale et doit aller à l'encontre de ce qui nous touche tous ou auquel on est exposé, c'est la désafférentation sensorielle, c'est le fait d'être coupé de l'extérieur, de l'environnement, et l'interface que représentent nos organes des sens. On a parlé du goût hier, mais c'est le cas aussi de l'olfaction, l'ouïe évidemment, la vision sont capitales. L'activité physique versus le déconditionnement physique, mais aussi la désafférentation sensorielle, mais aussi le déconditionnement intellectuel. J'y reviendrai tout à l'heure. La stimulation cognitive, et Internet peut y participer, versus le déconditionnement intellectuel. L'équilibre nutritionnel, il va en être question, et tout ça, bien évidemment, ne peut avoir de sens que dans le cadre d'un projet de vie. Encore faut-il définir des cibles. L'organisme n'est pas un organisme fait de l'adjonction d'organes, mais un ensemble intégré d'organes et de fonctions, ce qui en rend d'ailleurs le fonctionnement très complexe. Mais on peut ici lister rapidement les cibles que devraient viser ces clés d'un vieillissement réussi. En tout premier lieu, le cerveau. Je n'y reviendrai pas, il en était largement question hier, en insistant sur le fait que ces 3 fonctions sont les fonctions que Socrate avait déjà définies, donc ce n'est pas très récent. Et la conation, on en reparlera tout à l'heure, a un sens particulier. Les organes des sens, on y insiste assez peu, on a parlé beaucoup de la vision tout à l'heure. Le contrôle de la posture, de l'équilibre pour prévenir les chutes. Le problème de l'appareil locomoteur, j'évoquerai la place des muscles en particulier. Le lissement de la peau, M. Divaris en a largement parlé tout à l'heure, les fonctions sphinctériennes pour lutter contre les incontinences, le risque vasculaire, il en sera question également, le lissement d'immunité, la fonction sexuelle, la libido, et tout ça, bien évidemment, toujours dans un objectif que tout le monde, je pense, partagera, celui d'un bien-être et d'une qualité de vie. Alors, existe-t-il des traitements qui pourraient avoir une vocation à être pléiotropes, c'est-à-dire agir sur plusieurs cibles simultanément? On en rêverait. Françoise Forest hier a dit que les statines, on a beaucoup attendu des statines, même si on sait qu'elles ont une action sur les vaisseaux, l'inflammation, la matrice osseuse, ça reste encore un peu aujourd'hui hypothétique pour en faire un traitement véritablement pléiotrope. On les utilise évidemment aujourd'hui essentiellement dans la réduction du risque lié à l'hypercholestérolémie. Les hormones, M. Beaulieu en parlera mieux que moi tout à l'heure. Les vitamines, j'en parlerai parce qu'on oublie parfois des choses évidentes. La recherche produit beaucoup, mais il y a des choses évidentes qui ne sont pas appliquées. Je dirais un mot de la vitamine D en particulier. Et puis, en fait, je vous convaincrai tout à l'heure que si traitement pléiotrope il existe, il n'y en a qu'un finalement, c'est l'activité physique. Et c'est pourtant pas un médicament. Alors on va aborder, si vous voulez, vieillissement et longévité à partir de 5 entrées
très rapidement la restriction calorique. La restriction calorique, c'est un vieux modèle défendu par les Américains qui simplement s'appuie sur le fait que, M. Friguet l'a très bien dit hier, notre organisme est depuis sa naissance enclin à des attaques par des substances qu'on forme en permanence lors de notre respiration cellulaire. Ce sont ces fameux radicaux libres. On a la chance, en regard de ces radicaux libres, de disposer de protecteurs, de neutralisateurs, mais il est montré que plus l'organisme est mis sous l'influence de l'oxygène, autrement dit, plus il y a de combustion, plus on forme de radicaux libres et plus c'est délétère. Donc toute prévention qui viserait à restreindre finalement la combustion de l'organisme, et c'est en premier lieu la réduction de l'apport énergétique, aurait un intérêt. Encore faut-il respecter l'équilibre et ne pas se mettre dans des situations de malnutrition, c'est-à-dire de déficience en micronutriments, ce qui va nous protéger à l'inverse des fameux radicaux libres. Et puis, il y a un autre élément, c'est que ce concept de restriction calorique, il a été démontré comme augmentant la longévité chez l'animal. Chez l'homme, une célèbre expérience de Walford semble également montrer qu'effectivement, ça peut être intéressant, mais ça s'est arrêté à son expérience. Je voudrais aussi insister sur le fait que ce qu'on appelle facteur de risque à un moment donné de la vie peut ne pas l'être ou ne plus l'être plus tardivement. On évoquera tout à l'heure le problème du surpoids. Le fait d'avoir un surpoids est considéré comme un facteur de risque très tôt dans la vie. Il n'est pas certain qu'inversement, entrer à 80 ans avec un léger surpoids n'est pas plutôt un avantage, justement pour partir avec un certain nombre de réserves. Encore faut-il ne pas se situer dans ce concept-là. C'est-à-dire qu'il y a surpoids et surpoids. Et souvent, les surpoids cachent la perte de la masse musculaire, ce qu'on appelle la sarcopénie. Autrement dit, je voudrais mettre l'accent sur le rôle ici que joue le muscle squelettique, qui est un élément majeur de notre homéostasie et qui va, quand il fond, et c'est un des risques que nous encourons tous, surtout si on ne s'adonne pas à une activité physique minimale, le risque, c'est de se placer dans un concept d'insulinorésistance avec toutes ses conséquences. Je vais en reparler. Vous voyez ici, effectivement, que quand on compare en scanner des muscles de sujets jeunes à des sujets de plus de 65 ans, on voit une réduction de la part musculaire qui est remplacée par une involution graisseuse. Eh bien, cette sarcopénie, c'est la maladie, je pense, du XXIe siècle. On en parle probablement insuffisamment aujourd'hui. Et les malades atteints de maladies d'Alzheimer, souvent présentent à un stade avancé de leur maladie une sarcopénie qui va les précipiter souvent dans le décès. Deuxième rubrique, c'est la lutte contre le stress oxydatif. Et ça a été très bien évoqué hier déjà par M. Friguet. Je voudrais simplement montrer ici une relation entre stress oxydant et espérance de vie. Les animaux qui ont une espérance de vie plus élevée, on se situe ici, disposent d'un équipement en enzymes antioxydantes supérieur à ceux qui ont une espérance de vie plus faible. C'est probablement pas par hasard, et M. Coppens pourrait en parler mieux que moi. Les systèmes de protection contre les radicaux libres de l'oxygène sont de deux natures. Il y a les enzymes qui sont génétiquement programmées, et puis il y a ce qu'on appelle les piégeurs exogènes qui viennent de l'alimentation. Ce sont essentiellement ces vitamines, le bêta-carotène, la vitamine C, la vitamine E, bien sûr, et puis des micronutriments qui sont des cofacteurs d'enzymes, et en particulier le zinc et le sélénium. Ces micronutriments jouent un rôle essentiel pour maintenir la balance entre pro-oxydants, ce qui nous oxyde, et ce qui nous défend. Vous voyez ici que chez l'animal, avec l'avance en âge, on voit une augmentation dans les tissus des radicaux superoxydes qui témoignent effectivement de ces attaques par les radicaux libres. Et ce qu'il va falloir faire, c'est faire en sorte que cet équilibre soit maintenu entre ces pro-oxydants, les radicaux libres, et ça s'applique aussi bien à la peau, hein, là ce sont les ultraviolets qui sont en cause, et puis ce qui va éviter que ces radicaux libres attaquent nos membranes, nos acides nucléiques, nos protéines, ce sont les micronutriments antioxydants. Beaucoup de maladies, je ne vais pas les énumérer, reconnaissent comme mécanisme, entre autres, ces attaques radicalaires via justement cette peroxydation des membranes. Alors, la recette, si je puis dire, c'est le régime méditerranéen, qui a l'avantage d'associer
l'ensemble, je dirais, des éléments nécessaires pour un équilibre et en particulier un apport suffisant en micronutriments. Encore faut-il y ajouter que le vin, et on en a parlé également hier, est un élément qui fait partie du régime méditerranéen à condition de ne pas aller dans l'excès. J'en reparlerai tout à l'heure. Et vous avez ici tout un ensemble de molécules qu'on appelle les flavonoïdes, qu'on retrouve pour certains d'entre eux, comme le resveratrol, dans le vin. Et c'est ce qui pourrait expliquer ce fameux French paradox, le fait que le risque de mortalité par accident vasculaire soit plus élevé dans le nord que dans le sud de la France. Eh bien, quand on applique le régime méditerranéen à des sujets tirés au sort versus un groupe contrôle qui n'en bénéficie pas, on est obligé d'arrêter l'étude au bout de 5 mois, telle la différence est forte entre celui qui a bénéficié d'un régime méditerranéen par rapport à l'autre, en termes d'accident vasculaire ou de décès de cause cardiaque. Ça démontre bien, et c'est une étude déjà ancienne, que ce régime méditerranéen a tout à fait sa pertinence. Et quand on s'intéresse à des maladies plus particulières, ici les maladies d'Alzheimer, vous voyez que le fait d'assurer un équilibre en antioxydants suffisant chez des patients, chez des sujets suivis pendant 6 ans, vous voyez, réduit le risque de 77% de faire une maladie d'Alzheimer à partir du moment où on reçoit 3 jus de fruits par semaine. Ça augure de ce principe des 5 fruits et légumes par jour. Alors, il y a également d'autres sources d'antiradicaux libres, le curcumin par exemple. On s'est interrogé récemment sur le fait qu'en Inde, la prévalence de la maladie d'Alzheimer est 4 fois inférieure à celle observée aux États-Unis. De là est née l'idée que le curry pourrait être un facteur de protection vis-à-vis de cette maladie. Et cette étude semble démontrer effectivement, puisque à partir de plus de 1000 sujets, vous voyez, on montre qu'en fonction de la consommation de curry, on réduit le risque de faire une maladie d'Alzheimer jusqu'à 50%. Et une étude est en cours actuellement à l'aide de ce qui pourrait être bientôt un médicament. Les radicaux libres, c'est ce qui attaque les membranes, mais ils attaquent surtout nos acides gras. Et vous savez que dans les acides gras, il y a des acides gras qui sont saturés, sans double liaison, et des acides gras qui ont des doubles liaisons, qui sont insaturés. Eh bien, le poisson a cet avantage d'apporter beaucoup d'acides gras donc, qui possèdent ces doubles liaisons polyinsaturées. Et quand on regarde l'effet d'un apport de poisson, consommation de poisson selon qu'on n'en prend pas du tout, de temps en temps, 1 fois par semaine, 1 fois par jour, et vous voyez ici que le risque de faire une maladie d'Alzheimer, c'est l'étude PACUID, est multiplié par 6 entre ceux qui ne reçoivent jamais de poisson par rapport à ceux qui en consomment quotidiennement. C'est donc bien la preuve qu'il y a un équilibre entre nos acides, ce qu'on apporte par l'alimentation en acides gras, et c'est le poisson, et nos protecteurs vis-à-vis des radicaux libres, à condition de respecter, encore une fois, la notion d'équilibre, de dosage. Les acides gras dont je parle sont les oméga 3. On sait qu'il y a également des acides gras oméga 6. Or, il y a un antagonisme entre les deux. Et si on apporte plus d'oméga 6 qu'oméga 3, on fait l'inverse de ce qu'on recherche. Et on crée un risque de constriction vasculaire, donc d'effets vasculaires. Donc il faut respecter le rapport de 5, c'est-à-dire un rapport oméga 3, oméga 6 de 5. Et les apports conseillés en acides gras sont bien établis. Je ne vais pas m'y attendre là, je n'ai peut-être pas trop le temps. Ensuite, il y a un élément également important, c'est la place d'un acide aminé, qui est l'homocystéine, et qui joue un rôle majeur dans ce qu'on appelle la méthylation, les phénomènes de méthylation. Or, beaucoup de substrats, de neurotransmetteurs, la myéline, ont besoin d'être méthylés pour être fonctionnels. Si cette réaction est bloquée ici, si l'homocystéine ne peut pas être transformée pour délivrer des groupements méthyl, eh bien, non seulement elle s'accumule et elle a des effets délétères sur le vaisseau, mais en plus, elle crée des phénomènes d'hypométhylation avec, on a évoqué l'épigénétique hier, le risque également de modifier l'expression des gènes. Eh bien, ce blocage peut être observé chez les personnes qui consomment insuffisamment de folate, la vitamine B9, de vitamine B12, ou encore par le biais de polymorphisme enzymatique, je n'ai pas le temps de m'étendre ici. D'où l'importance également d'un maintien de l'apport en vitamine B9, B12. Mais c'est plus compliqué que ça, parce qu'en fait, la personne âgée, quand bien même elle est à même de recevoir l'équilibre alimentaire,
va être en difficulté, je reviens à ce concept de fragilisation, dans une situation d'agression. Et vous voyez qu'effectivement, si on impose un phénomène aigu, une grippe, on sait que pendant un épisode grippal, on s'alimente moins. Eh bien, on perd du poids. Vous avez ici des sujets jeunes en jaune et des sujets âgés en orange. Dans les deux cas, les deux populations perdent du poids sous l'effet d'un jeûne induit par une infection. Au lever du jeûne, c'est-à-dire au moment de la convalescence, le sujet jeune, lui, va se relever très vite. Il récupère le poids perdu très rapidement. Vous voyez que le sujet âgé, lui, est incapable de récupérer aussi rapidement. Il y a une inertie à la récupération. Il récupérera, mais dans l'autre salle là-bas, et il sera passé parfois 3 semaines, 4 semaines, quand il récupère intégralement, ce qui n'est pas toujours le cas. Troisième entrée, c'est l'activité physique. Alors, l'activité physique, elle a, comme je l'ai dit tout à l'heure, des effets pléiotropes. Elle agit partout. Elle agit en réduisant le déclin de l'aptitude physique, elle agit en réduisant la perte osseuse. C'est que l'os a besoin d'être sous pression pour être formé. L'os est un tissu en fait en perpétuel remodelage, condition qu'il soit sous pression. Les cosmonautes perdent la moitié de leur squelette sous la pesanteur. Prévient les effets du vieillissement sur les fonctions cognitives, c'est important également. Maintient l'équilibre nutritionnel, on va maintenir plus facilement son appétit si on s'adonne à un minimum d'activité. Prévient les effets du vieillissement sur la fonction d'équilibre, c'est tout le problème de la prévention des chutes. L'incidence des chutes, réduit l'incidence des maladies vasculaires, mais aussi de certains cancers et des accidents médicamenteux. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'à côté de ces différents effets sur la force, la réduction des fractures, du handicap, l'amélioration de la cognition, la valorisation de l'image de soi, dont il a été question tout à l'heure, est majeure. On va se valoriser par l'activité physique parce qu'on se prouve qu'on est capable de faire encore bien et on le prouve aux autres. Surtout si on est à plusieurs. Équilibre, fonction cardiovasculaire, réduction du stress, et tout ça a comme résultante une amélioration de l'espérance de vie globale. Ici, chez des personnes très âgées, 80 ans et plus, on compare des sujets de 80 ans, des femmes, à d'autres femmes qui sont sédentaires. On applique un programme simple d'activité physique dans le groupe actif, et on constate qu'au bout de 60 mois, il y a moins de décès dans le groupe qui a bénéficié de ce programme d'activité physique. Alors, messieurs, ne soyez pas frustrés. C'est également montré chez les hommes. On a pris des hommes plus jeunes. Alors ça, c'est démontré. On l'avait montré il y a quelques années. Quand on compare des sujets jeunes inactifs à des sujets jeunes actifs, des sujets âgés inactifs et des sujets âgés actifs, et qu'on mesure ce qu'on appelle le métabolisme mitochondrial au niveau du muscle solaire par une technique d'IRM, si vous voulez, on montre que lors d'un exercice, ceux qui se comportent les mieux, ce sont les sujets jeunes entraînés, ceux qui se comportent les moins bien, ce sont les sujets âgés sédentaires, mais les sujets âgés entraînés se comportent mieux que les sujets jeunes sédentaires et rattrapent presque les sujets jeunes entraînés. Pas le temps de m'étendre ici, mais ça montre bien la notion de réversibilité. Contrairement à la chirurgie dont on a parlé tout à l'heure, là, il y a réversibilité possible, à condition de ne pas s'y prendre trop tard. Et dans la maladie d'Alzheimer, je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, l'activité physique, vous voyez, dès la 50e année, réduit le risque de faire une maladie d'Alzheimer 20 ans plus tard. Donc, je conclurai d'ailleurs sur ce propos. Tout se présente comme si beaucoup d'éléments étaient déterminés au midlife, c'est-à-dire dans cette période de la cinquantaine. Donc, il faut préférer l'APA, l'activité physique adaptée, à l'APA, à l'allocation personnalisée à l'autonomie. On peut jouer sur les mots, parce qu'il faut que cette activité physique soit personnalisée pour qu'elle ait un effet particulier. Et là encore, attention, parce que comme tout à l'heure j'ai montré pour la nutrition, les personnes âgées qu'on met sous un tapis roulant et qu'on compare à des plus jeunes, on mesure par calorimétrie indirecte la dépense énergétique, eh bien on voit qu'ils sont capables de faire l'effort, mais ils vont devoir cataboliser plus, c'est-à-dire le rendement métabolique est plus faible. Une calorie chez un sujet âgé apporte moins qu'une calorie chez un sujet jeune. Voilà ce que ça veut dire. En gros, ça veut dire qu'il va falloir qu'ils apportent beaucoup plus de calories pour faire le même effort. Donc le nombre de calories, c'est 36 kilocalories par kilo de poids. 36 ou 35 kilocalories par kilo de poids par jour pour quelqu'un qui ne fait
pas d'activité physique particulière. Quatrième entrée, la correction des déficits hormonaux. Je n'en parlerai quasiment pas puisque M. Beaulieu va en parler. Dire simplement qu'on a beaucoup espéré avec les THS, les traitements hormonaux de la ménopause, qui avaient l'avantage d'agir sur tous ces éléments. Il garde une indication évidente dans ce qui est le climatère, bouffée de chaleur, mais on a beaucoup épilogué ces dernières années à partir de 2 études, et il faut maintenant être beaucoup plus, je dirais, personnalisé dans leur prescription. Ça doit concerner des profils particuliers de femmes uniquement. Et je voudrais mettre l'accent sur un élément dont on parle peu, ou dont on ne parle plus. Je fais partie de la génération d'huile de foie de morue, vous aussi certainement. C'est peut-être pas par hasard que vous êtes là. La vitamine D est une hormone, il faut le rappeler. C'est compliqué parce qu'elle agit sur un récepteur, le VDR, qui est polymorphe. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous le même récepteur. Alors on connaît ses bienfaits sur l'os et sur le métabolisme calcique. On a besoin de vitamine D pour absorber le calcium. Encore faut-il avoir du calcium, 1,5 g par jour, chez les personnes de 60 ans et plus. Mais on vient de se rendre compte qu'en fait, elle agissait bien au-delà de l'os. Par ce récepteur, elle agit également sur le diabète, elle réduit le risque de diabète, sur les cellules de l'immunité, elle réduirait le risque d'infection, sur le cancer, en réduisant certains cancers, sur le muscle squelettique. Et on a montré récemment que le fait d'avoir l'apport normal de vitamine D, 800 unités par jour, eh bien, réduisait le risque de chute et donc de fracture. Mais la vitamine D, elle ne vient que très peu par l'alimentation. Elle vient surtout par l'ensoleillement. Alors là, je vais me mettre un peu en contradiction avec M. Divaris. Et ça, c'est intéressant, parce que tout est un phénomène de dosage. M. Divaris nous a dit, attention, pas de soleil. Moi, je dis, oui, mais un peu quand même. 20 minutes par jour, avant-bras. Bon, à Saint-Tropez, à part aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Mais quand on a un ensoleillement minimal de 20 minutes avant-bras par jour, on a à peu près la synthèse normale de vitamine D suffisante pour parer aux besoins. Effectivement, au-delà, on prend un risque de vieillissement cutané accéléré, c'est assez évident. Et enfin, je voudrais terminer par la correction des facteurs de risque, parce que ça, c'est important, et on en a déjà parlé hier. Françoise Forest a bien insisté hier sur le fait que, à défaut de traitement efficace aujourd'hui sur des maladies comme la maladie d'Alzheimer, et ça s'applique à toutes les maladies pour lesquelles on n'a pas de traitement, ce modèle américain dit, vous voyez, si on ne fait rien, actuellement en maladie d'Alzheimer, on va multiplier par 4 le nombre de patients d'ici 2050 si la situation est identique à aujourd'hui. Si on diffère de 5 ans l'expression de la maladie, donc on n'agit pas sur la maladie, on diffère son expression, on réduit, vous voyez ici, on passe de 8 millions à 4 millions, on réduit de moitié le nombre de patients, c'est-à-dire qu'on réduit surtout la durée de vie en maladie et en dépendance, et on réduit la consommation de soins. Alors, est-ce qu'on peut? La réponse est oui. Premier facteur, l'hypertension. Regardez, les personnes qui sont les plus sujettes à l'hypertension sont les personnes de plus de 80 ans. Ça, c'est évident, et c'est graduel. C'est presque, on peut l'expliquer très simplement. Hier, j'évoquais le fait qu'une étude avait montré que quand on traite l'hypertension à 80 ans, on réduit de 30% les risques d'accidents vasculaires cérébraux, mais on réduit aussi la mortalité de 20%, toutes causes confondues. C'est assez exceptionnel. Il n'y a pas beaucoup d'études qui ont montré une réduction de la mortalité, toutes causes confondues, et c'est une des premières. Donc il faut traiter l'hypertension. Il faut la traiter parce que, et ça a été également dit hier, elle agit partout, l'hypertension. Elle agit sur le cœur, sur les reins, sur les artères, sur le cerveau. Et dans les démences, bien sûr, la part principale, c'est la maladie d'Alzheimer, mais la composante vasculaire existe dans près de 40% des cas de démence. Et on sait qu'un certain nombre de facteurs de risque sont des risques qu'on développe très tôt dans la vie, et souvent à 50 ans, et qui vont générer un risque 25 ans plus tard. Vous voyez ici, le diabète de type 2 est associé à une altération des fonctions cognitives dès 50 ans. Donc quelqu'un qui a un diabète à 50 ans est à risque accru de développer une altération des fonctions cognitives par rapport à quelqu'un qui n'est pas diabétique à 50 ans. C'est bien clair. Eh bien, donc, il faut traiter le diabète, il faut traiter l'hypertension, il faut traiter l'hypercholestérolémie, ça paraît des évidences. Il faut traiter la fibrillation auriculaire, qui est une maladie du cœur.
Le point commun entre toutes ces maladies, c'est insuline, hyperinsulinisme. Toutes ces maladies, le surpoids, la sédentarité, la sédentarisation, ont comme dénominateur commun insulinorésistance. Et vous voyez ici, cette étude qui montre qu'effectivement, la consommation de vin réduit le risque de démence, à condition de ne pas dépasser un certain seuil. Peut-être que c'est tout simplement parce que le vin corrige l'insulinorésistance. Ce n'est pas exclu que ça passe par là. Alors le syndrome métabolique, c'est ça. C'est le fait d'avoir un périmètre abdominal chez l'homme de 94 cm ou plus, chez la femme de 80 cm ou plus. Alors, je suis en train de vous orienter peut-être vers M. Divaris, là. Je le sais qu'en faisant ça, ce n'est pas exclu. Mais il faut aussi avoir d'autres critères pour définir ce syndrome. Il faut avoir des triglycérides élevés, un HDL trop bas. Le HDL, c'est un bon cholestérol. Une hypertension ou une glycémie à jeun élevée. Bon. Eh bien, le surpoids, vous voyez, l'obésité à midlife augmente le risque de démence 27 ans plus tard. Donc, quand on a un surpoids à 50 ans, on a plus de risque de faire une maladie type démence à 77 ans. C'est l'âge de Tintin. Et on a montré que dans la démence, il y avait une résistance à l'insuline. On a même dit, je ne sais pas si François s'en rappelle, elle n'est peut-être pas là, que la maladie d'Alzheimer, ce serait un diabète de type 3. C'est-à-dire un peu comme si le cerveau était incapable d'utiliser l'insuline, alors qu'il a besoin d'insuline pour consommer le sucre dont il a besoin. Alors il y a des relations insuline-cerveau extrêmement nombreuses. Je n'ai pas le temps de m'étendre là-dessus. Mais on a des travaux qui montrent que quand on a une insulinorésistance dans la périphérie de l'organisme, ça a une action négative sur le cerveau. Et certains traitements, ici par exemple, on corrige l'insulinorésistance, on améliore les fonctions cognitives. Là, on donne de l'insuline dans le nez, intranasal, ça améliore la cognition. Peut-être que ce sont des traitements du futur. Donc vous voyez ici, diabète, hypertension, cholestérol, syndrome métabolique, attention, risque augmenté d'infarctus, d'accident vasculaire, de démence. Je vais assez vite pour... J'ai presque fini, madame. Le passeport, c'est une vie sociale et intellectuelle. On en a beaucoup parlé ce week-end. La prévention des maladies à risque, je viens d'en parler. L'activité physique adaptée, une alimentation équilibrée et une sexualité partagée. Ça va de soi. Mais la clé des clés, c'est le projet de vie. Parce qu'on peut être convaincu de tout ce que je viens de vous dire. Il faut que quand vous sortiez d'ici, vous appliquiez tous ces conseils. C'est-à-dire que vous alliez faire l'activité physique adaptée, vous alimentiez correctement. Et là, c'est plus difficile tous les jours de s'adonner à cette observance, cette contrainte peut-être. Et la pilule de la motivation n'existe pas. On ne peut pas prendre le matin au petit déjeuner le comprimé qui s'appellerait motivation. Ce serait très bien, il faut l'inventer. Or, la motivation, c'est la métacognition, c'est au-dessus de tout. C'est la connation, c'est l'élan vital, la lacrité, le désir, l'envie, le vouloir faire. Et Marcel Jouandeau disait, un jour vient où vous manque une seule chose, et ce n'est pas l'objet de votre désir, c'est le désir. Donc il faut avoir envie. Et il faut avoir envie d'avancer en âge en santé. Et ça implique la relation à l'autre. Je voudrais insister là-dessus quand même. L'élan vital, la capacité à investir de nouveaux objets, la créativité ont tendance à diminuer avec l'avance en âge, mais cette involution n'est pas inéluctable et leur conservation serait directement liée au maintien des relations que le sujet va continuer d'entretenir avec les autres. Cette étude l'a bien montré, statut marital, statut familial, relations sociales et familiales sont probablement également une manière de réduire le risque de faire des maladies comme les démences. Et on le voit bien ici, les facteurs risques dans la maladie d'Alzheimer, il vaut mieux être marié, riche et beau que célibataire, etc. D'aucuns l'ont dit avant moi. Bien. Donc la santé, c'est l'autre. Voilà, ça c'est le slogan. La santé, c'est l'autre. Et j'ai presque terminé pour revenir à ce que j'ai évoqué hier matin. On a différentes cibles, puisque hier j'ai parlé des sujets fit, à haut niveau de fonction, les vieillissements réussis, 25%. Il y a les fragiles, 50%, et puis il y a les malades, qui peuvent avoir une seule maladie, moins grave, et puis ceux qui sont très malades. Le problème, c'est d'identifier ces trois catégories. Aujourd'hui, si vous vous arrêtez dans la rue pour vous interroger une personne, il va vous donner son âge civil. Si vous lui demandez est-ce que vous êtes fit, frail ou tout sick, c'est pas sûr que ça passe bien. Comment faire? Eh bien, c'est ce que pourrait avoir comme intérêt une consultation. La consultation longévité qu'on est en train de travailler au ministère pour que les personnes à partir de 55 ans puissent
auprès de leur médecin, faire l'objet d'un bilan qui permette de les classer dans une de ces 3 catégories. Ce n'est pas gagné, mais c'est sur les rails. Et quand on fait ça, dans d'autres pays, on réduit de 47% le coût en soins. Donc c'est montré ailleurs, pourquoi pas nous? Voilà, ça serait la consultation de prévention. Ça s'appuie sur le programme national Bien Vieillir, qui est un programme qui a débuté en 2003, qui met l'accent sur 2 choses, nutrition, activité physique. Et je coordonne une étude avec Serge Eckberg, qui est une étude qui suit une cohorte depuis 1994 de 8000 personnes. Et on espère, avec cette cohorte, pouvoir mieux préciser les facteurs qui orientent plus sur telle ou telle trajectoire. Vous voyez, c'est 80 centres français. Alors, je termine simplement par une question qui a été posée hier. Et je regarde M. Rocard parce que c'est une question quand même importante. Pourquoi les hommes vivent-ils moins longtemps que les femmes? Quelqu'un a posé la question hier. Alors, il y a des hypothèses. Je vais vous en apporter quelques-unes. Voilà une hypothèse. Voilà une autre hypothèse. Il y a encore cette hypothèse-là. Et celle-ci. En dehors de ces hypothèses-là, j'en ai pas beaucoup d'autres à apporter. Et peut-être que ça mériterait, peut-être qu'on s'y intéresse peut-être dans le futur. Voilà, je vous remercie de votre attention.